Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Jean-Paul Fosset, Histoire d'amour, Histoire de guerres ordinaires. 1939 à 1945. Évian 1962-2011. Orono. Delara, La magie du politique. Mes années de proscrit, 2011. Jean-Michel Alez, 40 boulevard Haussmann, 2011. Yvon Châtelain, Recherches scientifiques en terre africaine, 2011. Pierre Régenet, Ma dernière pomme. De PRETY à Bisset, Chronique en culotte courte, 2011. Jean-Paul KORZEC, Dans l'ombre du père, 2011. Rachel Samuel, On m'appelait Janine, 2011. Michel Laprat, Culotte courte et bottes de cheval, c'était comment la guerre? 2011. Béatrice COURRAUD, Non, je n'ai rien oublié. Mes années 60, 2011. Christine BELSOEUR, Une vie ouvrière. Un demi-siècle de parcours militant, 2011. Jean-René Lalanne, Le canard à bascule, 2011. Louis Nice, L'homme qui arrêtait les trains, 2011. Daniel Chine, Leur guerre préférée, 2011. Jacques Franck, Achille de Mantes à Sobibor, 2011. Pierre de l'Estrade, La belle névrose, 2011. Adibidinauer Siaj Mohand, Mémoire d'un enfant de la guerre. Kabylie, Algérie, 1956 à 1962, 2011. Émile Miller, Tous les chemins ne mènent pas à Rome, 2011. Jean-Claude SUSSFELD, De clap en clap, Une vie de cinéma, récit, 2010. Claude Croc, Une jeunesse en Haute-Bretagne, 1932 à 1947, 2011. Pierre Maillot, Des nouvelles du cimetière de Saint-Eugène, 2010. Georges Le Breton, Paroles de dialysé, 2010. Sébastien FIGLIOLINI, La montagne en partage. De la Pierra Manta à l'Everest, 2010. Jean Pinchon, Mémoire d'un paysan, 1925 à 2009, 2010. Freddy Sarfati, L'entreprise autrement, 2010. Un grand merci à ma très chère Anne. Préface. La nature a ses monstres, ses malfaçons, ses impasses. Roger Gailois, L'écriture des Pierre. Il a fallu plusieurs faits divers en France pour que le grand public découvre enfin avec horreur les conditions de vie ou de survie des filles dans ce que l'on appelle les cités ou quartiers sensibles. Vitry-sur-Seine en 2002, Soane est brûlée vive, Marseille en 2004, Goffran est lapidé à mort, Neuilly-sur-Marne en 2005, Scheherazade est rescapée après avoir été aspergée d'essence et brûlée vive, Oulin en 2009, Fatima est étranglée puis brûlée par son jeune frère, en 2010, la dramaturge algérienne Rayana est agressée et aspergée d'essence. Ces violences faites aux femmes, considérées comme des êtres inférieurs, ont souvent mais pas exclusivement pour dénominateur commun l'honneur et le déshonneur, le bien et mal en somme. Sans oublier les viols collectifs ou tournantes qui se pratiquent en toute impunité, ou presque, au quotidien dans ces zones de non-droit, car peu nombreuses sont celles qui osent en parler et porter plainte. Voici ce que récemment, les accusés d'un viol collectif suivi du décès de la victime, ont lancé à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Cécilia, ce n'est pas un viol. Dans le quartier, il y a beaucoup de relations comme ça avec une fille et plusieurs garçons, ça peut choquer, mais pour nous, c'est normal. Tous ces crimes ne sont pas seulement de simples faits divers, des cas uniques ou isolés, mais bien des réalités illégitimes aux portes de nos villes, une réalité si loin, si proche. Merci à feu Samira Bellil, d'avoir eu le courage de porter plainte contre ces violeurs et d'écrire en 2002 dans l'enfer des tournantes, un récit courageux où elle nous livre ses années de violence physique et morale à Garges-les-Gonesse. On peut y lire ceci: Une fille qui traîne, c'est une pute, donc elle ne se plaigne s'il lui arrive des embrouilles. Cette phrase résume à elle seule tout un système de fonctionnement et de pensée que l'on retrouve dans les cités. À mon tour, j'ai voulu apporter le témoignage de mon enfance en Algérie, dans les années 70 à 80, dans une cité, et oser un parallèle avec ce qui se passe sur le territoire français aujourd'hui. Mais avant, je voudrais faire le point avec les partisans de la théorie du ghetto. En Algérie, ma famille et moi ne vivions pas dans un ghetto au sens propre du terme, et pourtant en France, la condition de la femme dans les quartiers n'est qu'une copie conforme de ce que j'ai vécu là-bas en Algérie,
avec cette équation qui revient toujours et qui rappelle celle extraite du livre de Samira Belil cité ci-dessus. Une Française ou une fille émancipée qui regarde vers la modernité et athée de surcroît est une pute. Sans contester ou remettre en question l'état déplorable des banlieues françaises aux tours interminables et tristes, les difficultés rencontrées par les femmes dans les quartiers subsistent bien au-delà des soucis matériels ou financiers, et il me paraît donc très réducteur de voir les choses sous cet aspect uniquement. Le problème n'est pas non plus et seulement d'origine culturelle, mais il résulte d'un contexte social infiniment plus complexe. En effet, dans les cités, beaucoup de familles entretiennent une mentalité, un système de pensée et des comportements archaïques, empreints de traditions séculaires rétrogrades. Des familles souvent rurales à l'origine, pauvres et peu sinon pas éduquées. C'est ainsi, dans le terrain creux de la régression de la pensée, de l'ignorance et de l'intolérance que prennent racine les obscurantismes de toutes sortes, engendrant la violence gratuite d'un autre âge et la haine envers les femmes, mais aussi envers la société, envers l'autre, envers l'inconnu en somme. Je ne peux évoquer le récit de mon enfance, sans, de façon rétrospective, apporter ma conception sur le sujet. Ayant vécu successivement en Algérie puis dans la cité de la Villeneuve à Grenoble, j'insiste pour dire que mon récit reste subjectif, mais s'appuie des faits strictement réels. Ainsi, le lecteur se doit-il d'être suffisamment perspicace pour ne pas focaliser sur mon expérience, en tirer des conclusions générales. Je ne cherche pas dans ce livre à mettre en avant d'une manière stérile et mécanique cette opposition entre Orient et Occident ou entre État religieux et État laïque. Cet ouvrage est juste un témoignage écrit en contre-champ de mon épreuve, de mon drame encore vivant. Non que je veuille dans ce livre stigmatiser un pays, une religion ou un peuple par des jugements collectifs, mais les faits sont là, et je tiens à les relater dans leur stricte exactitude. Je voudrais avant tout dénoncer cet adage très populaire, donc très répandu, selon lequel une fille ou une femme non vierge et occidentalisée est une pute par essence et tout le monde peut aisément la violer et l'agresser, sans aucune crainte d'être punie, ni par la famille, ni par les proches, ni par la justice, ni même par le Dieu auquel on croit. Comme si ne plus être vierge était le signe suprême de non-respectabilité. À la suite d'un fait divers survenu en France, j'ai entendu à la radio une mère déclarer, lors du procès de son fils, jugé et condamné dans le cadre d'un viol collectif dans un quartier de la banlieue parisienne, que celui-ci ne pouvait pas être un violeur puisque la fille en question couchait avec beaucoup de garçons. Quelle turpitude! Cette mère, totalement inadaptée, n'était pas capable psychologiquement et intellectuellement de comprendre la condamnation, car elle vivait en dehors des règles républicaines françaises. Elle ne pouvait penser qu'avec des codes personnels restreints dictés par son conditionnement, son éducation, son environnement, comme le veut une logique implacable basée sur le mythe de la virginité et de l'honneur, une superstition devenue une réalité scientifique, une donnée qui va jusqu'à l'emporter sur le droit. En somme, elle n'était pas capable d'avoir une opinion en dehors de celle de son groupe communautaire, de ses traditions. Elle laissait place à des idées les plus délirantes, admises comme inéluctables par son environnement. Cette mère ne pouvait même pas imaginer que son fils ait pu provoquer un mal définitif, sa logique étant enfermée dans son appréciation personnelle des faits et son esprit soumis au fanatisme. Là se bornait son horizon. Cette régression des idées et les actes de violence associés sont souvent dus à une incohérence éducative culturelle et civique. Le constat est donc le même ici et là-bas. La jeune femme qui veut prendre une autre voie dans les quartiers est aussitôt victime de son entourage, direct ou indirect, non encore affranchie des traditions, des superstitions et des dogmes. Pour moi, femme et libre penseuse, le rejet et la dénonciation de ces attitudes ou automatismes faussement culturels, ces archaïsmes de la pensée, ces hypocrisies sociales que certains intellectuels, sociologues et ethnologues considèrent comme essentielles à la culture populaire, à la différenciation et à la construction des peuples en oubliant ces dérives, sont une évidence, une obligation et un devoir. Cette puissance pernicieuse des coutumes et de la religion est pareille à un poison qui ne tuerait pas, mais immobiliserait la réflexion et la conscience de soi. Ces absurdes obsessions séculaires s'infiltrent insidieusement dans l'inconscient d'un groupe ou d'une communauté, entraînant tout ce rigorisme moral et cette vision irrationnelle du monde. Honte donc à ceux qui prétendent défendre ces comportements sous couvert de sociologie, voire d'ethnologie et donnent une coloration socioculturelle à des actes intolérables.
Il est temps que la justice se substitue au droit du plus fort dans des zones de plus en plus sclérosées, où évoluent des codes anachroniques qui ont valeur de droit, des règles manichéennes plus ou moins autoproclamées de justice. Et quand cessera-t-on de parler de relativisme culturel ? Car il ne s'agit nullement de culture, mais bien des traditions archaïques intolérables surtout dans un pays civilisé et moderne tel que la France. En France, on est comme sans armes, comme affolé par toute intervention pouvant être considérée comme raciste ou ethnocentrique, comme une dominance occidentale dangereuse. On a peur de voir, par rapport à des mesures fermes et radicales, des associations protester au nom de la liberté des traditions et autres offensives communautaristes. La liberté de chacun commence là où s'exprime son individualité et son intelligence, loin des modèles et des déterminismes. La culture ne peut s'exprimer quand il y a aliénation du libre arbitre de l'individu. Et la modernité, la civilisation et l'intelligence doivent nous permettre de choisir librement un mode de vie et des idées en fonction des facteurs qui font écho à nos émotions, à notre perception du monde et non en fonction de notre lieu de naissance ou à l'origine de nos ancêtres. La notion de racisme ne peut exister que pour qui croit encore à la notion de race. Pour ma part, l'espèce humaine est unique et le fascisme commence quand une culture et une religion s'imposent à l'autre par la force et la violence. Les races et la notion de sang n'existent que dans notre imaginaire, et n'ont aucun fondement scientifique. La vraie parenté n'est pas celle du sang, mais celle de l'âme et des sentiments, disait Gogol. En effet, bien loin d'un idéal communautarisé, notre individualité, nos idées, nos pensées, ne doivent en aucun cas être inhérents à nos origines parentales, comme si le sang avait un message autre que biologique, encore moins de notre origine ethnique, mais ils sont bien le fruit de nos rencontres, de nos expériences et nos besoins. Ainsi, à ceux qui m'accusent de faire tort à ma communauté, je réponds que je ne fais partie d'aucune communauté. Je refuse les murs que certains érigent et derrière lesquels ils s'enferment pour mieux cultiver les haines. Ce livre témoignage ne peut pas seulement s'incarner dans les mots. Il est aussi pour moi un exutoire. Mon expérience algérienne m'aura offert par réaction une vision bien plus que dépréciative de la religion et des traditions et fait de moi un être insoumis à toute forme d'aliénation et de contrainte. J'ai peut-être inconsciemment transformé mon expérience en conscience, André Malraux. En contrepartie, je n'aurai jamais le courage, l'esprit de décision, l'assurance et la joie de vivre auxquels j'aurais aimé avoir droit. Je ne suis pas une écrivaine. Ce livre est simplement une extension de mon langage étouffé, et il me permet par l'évocation une certaine reconstruction de moi-même. J'aurais aimé avoir reçu toutes ces expériences comme un cadeau de la vie, et pouvoir vous les relater comme un voyage extatique et exotique, une leçon ethnologique totalement objective sans jugement négatif, mais la violence physique et psychique ressentie et vécue durant ces années ont dépassé les limites de mon seuil de tolérance. Mon enfance en Algérie a emporté l'enfant qui était en moi, et le printemps lumineux de ces précieuses années. Les afflictions ont creusé ma profonde mélancolie, ont bafoué ma dignité, détruit et avili mon image. Elles ont forgé une personnalité sombre, solitaire, à la sensibilité extrême, empreinte de tourments lointains, de peurs injustifiées qui m'épuisent, m'oppressent et qui me poursuivront probablement jusqu'à la fin de ma vie. Vais-je un jour me départir de ma méfiance et de mon attitude défensive ? Chapitre 1. Appelée initialement Beaune, Annaba depuis le XVIe siècle doit son nom à la présence importante de jujubiers dans la région. La ville au climat chaud et tempéré est située au pied du massif de l'Eddou à proximité de l'embouchure de l'Oued Sebaouz, non loin de la frontière tunisienne. Il y reste encore les traces de la longue présence romaine à travers le site archéologique d'Hippone avec son forum, son théâtre antique, ses ruines et ses pans de murailles. D'après ma mère, je suis venue au monde à 10 mois, donc avec un mois de retard. Quoi qu'il en soit de cette vraie, fausse anecdote, le 18 novembre 1974 à 21h30, dans cette ville portuaire au nord de l'Algérie, un humain à l'aspect pileux d'un singe est né. Pourquoi donc dans cette zone géographique où il fait pourtant si doux en cette saison, la nature a cru devoir me revêtir de ce disgracieux lanugo? D'une façon plus générale et physiologiquement parlant, pourquoi est-ce paradoxalement au sud que les femmes sont les plus hirsutes? Ma mère me disait avoir eu honte en voyant cette créature poilue, qu'elle venait de générer.
Ces aveux prononcés à mon adolescence avec une pointe d'humour n'allaient qu'en rajouter à mon anxiété latente, mêlée à ma quête frénétique d'absolu, le tout bercé par une mélancolie chronique et teinté d'un souci morbide de moi-même avec des épisodes d'autopersécution et de dysmorphophobie. Ma mère a eu honte en effet du regard des autres sur moi, amis et famille de mon père qui attendaient avec impatience ce premier enfant de mes parents. Je devais être un garçon d'ailleurs selon des prédictions à la ficelle faites à ma mère par une voyante. Ce genre de prédiction populaire consistait à enrouler à l'extrémité d'un en suspension, un poids, une pierre par exemple, et à tenir l'autre extrémité du fil entre le pouce et l'index et selon le tracé du balancement, des ronds ou des lignes horizontales, on sait s'il va s'agir d'une fille ou d'un garçon. En ce qui concerne mon frère, la même voyante prédira à mes parents une fille. Je suis donc né tellement velu que mes sourcils n'en faisaient qu'un, partant d'une tempe à l'autre en ligne presque droite. Quand ma mère m'a raconté cela, nous étions en France, dans son pays puisqu'elle est française, dans une banlieue citée, une HLM construite pour les gens comme nous, pour la plupart en provenance du Maghreb ou d'ailleurs, sans ressources, une majorité sans travail. Nous y vivions mon frère, ma mère et moi, sans mon père qui se refusait encore à quitter son emploi de mécanicien dans l'aviation civile en Algérie pour finir, disait-il, au 3-8 ou pire, sans emploi. Et pour en revenir au miroir maternel et au récit de mes premières heures en ce monde, ce sentiment de honte et de dégoût porté sur moi par ma mère dès les premières heures de mon existence, ont provoqué un rire chez elle et moi. Rares ont été les moments de joie et de rire partagés avec ma mère, et il a fallu que ce soit un sujet de cet ordre pour nous lier exceptionnellement, un bref instant. Ce qui explique pas mal de choses et avec le temps, du recul et quelques notions de psychologie, je me rends compte combien cette bévue et ces mots frustes et inconséquents n'ont fait qu'accélérer et amplifier un processus de destruction de moi entamé bien en amont, dans cet autre pays et pour des raisons d'un autre ordre. Voici donc l'histoire vraie de mon enfance, avant notre installation dans la banlieue de Grenoble en 1987, dans le quartier de la Villeneuve, galerie de l'Arlequin plus précisément. Il y a une certitude, je n'ai jamais eu envie de retourner à Annaba, plus de 20 ans après notre arrivée en France. Il n'y a qu'en rêve où parfois je renoue avec la ville, dans des lieux familiers, j'erre seul, peut-être à la recherche de détails oubliés de ma vie qui débuta là. Chapitre 2. Ma mère n'a jamais été à proprement parler douce ou tendre, mais je dirais de préférence gentille et calme. J'ai par conséquent grandi en ignorant de sa part toute caresse, mot doux, baiser ou autre signe ou manifestation maternelle. Par contre, j'ai vu très tôt tous mes désirs exaucés, c'était non une mère, mais une espèce de fée qui m'avait mise au monde. Une fée servile qui ne voulait jamais d'histoire et autres désagréments. Je crois qu'elle n'aimait pas assez les enfants, et les gens en général, pour leur résister, leur faire face et les aider à grandir. Elle optait alors facilement pour la soumission et s'évitait ainsi les conflits et interactions pourtant si nécessaires au développement d'une personnalité au minimum équilibrée et aux relations humaines en général. En Algérie, elle a, avant d'enseigner la langue française dans des collèges, occupé un poste de directrice de maternelle. C'est là où s'est déroulée ma première inscription préscolaire. Parfois, en sortant de la maternelle, mon père m'attendait et m'emmenait chez l'épicier du coin acheter des deglés beïda, des dattes très sèches et dures, d'un beige très clair, couleur sable et dont je raffolais. Elles étaient vendues dans de très larges sacs en chanvre. Plus haut que moi, les sacs m'impressionnaient et sur la pointe des pieds j'en regardais le contenu si convoité, si apprécié et rien qu'à les apercevoir mes papilles salivaient, et salivent encore comme le chien de Pavlov. Avec ma mère, à la pause de midi, nous sortions faire, dans ce quartier très populaire autour de la maternelle, quelques courses alimentaires pour le dîner. Des vendeurs à la tirette sur les trottoirs étalés sur des draps quantité de babioles made in France tels que les savons luxe, du maquillage de supermarché, des jeans et autres vêtements à la mode dans l'Hexagone. Certains jours, on trouvait même des bananes et souvent elles étaient vendues très vertes à un prix exorbitant. Les bananes qu'on ne trouvait qu'ici au marché noir étaient en quelque sorte le second or jaune ou comme on l'appelait ici, le caviar algérien. Un jour, à la pause de midi avec ma mère alors que nous étions en train de flâner dans le quartier, une diarrhée subite et incontrôlable s'est emparée de moi. Ma mère s'est alors précipitée dans la première boutique de vêtements pour m'acheter une culotte de rechange, un slip plus exactement.
Je m'en souviens parfaitement, il était d'un rouge écarlate. Sur les trottoirs de ce pays aligné alors sur le modèle soviétique, se vendait tout ce qui était fabriqué en dehors des États socialistes associés commercialement avec l'Algérie de ces années 70. Ce marché au noir, parallèle au circuit de distribution traditionnel, était fortement réprimandé. Aussi y avait-il toujours les guetteurs et quand tous les vendeurs pliaient leurs draps et partaient en courant, c'était que la police n'était pas bien loin. Ma mère ne leur achetait jamais rien, car comme nous venions 1 à 2 fois l'an en France, mes parents en profitaient à ce moment-là pour faire le plein et rapporter un tas de choses, même des aliments interdits tels que les pâtés de porc totalement prohibés et proscrits. Le halouf, porc, était considéré comme une viande illicite. À cette époque, dans l'école maternelle où travaillait ma mère, je me rappelle ce matin-là, quand notre maître a eu soudain cette idée hors du commun et assez humiliante, vouloir nous sentir les fesses à la suite d'un gaz lancé par un élève en plein cours. Heureusement, le coupable trouvé dans la première rangée m'épargna la suprême humiliation. C'est également dans cette école que la cuisinière, qui était voyante à ses heures perdues, avait annoncé à ma mère un héritage quand elle aurait dans la cinquantaine. Elle a eu en effet un héritage en 2006 à 59 ans à la mort de ma grand-mère. Et surtout, elle lui avait révélé l'existence d'un autre enfant vivant loin de l'Algérie. Choc pour ma mère qui tenait l'histoire de Pierre, son premier enfant, secrète, afin d'épargner à mon père la mauvaise réputation. Nous sommes là encore en présence de cette notion d'honneur, et il aurait été malvenu que ma mère, française, vînt en Algérie avec cet autre enfant illégitime qui n'était pas de mon père. Pierre était donc resté en France avec ma grand-mère. Ma mère, enceinte de moi, a quitté la France pour l'Algérie avec mon père. Là, ils se sont mariés et je suis née. Quand j'ai eu 4 ans, j'ai commencé à choir sans raison apparente dans la rue et ailleurs, un peu partout. En fait, mes jambes me lâchaient et je me retrouvais souvent par terre. On a diagnostiqué des rhumatismes dus à un manque de calcium, mais surtout de vitamine B12, et on m'acheta en pharmacie un sirop purement de synthèse et extrêmement sucré. J'adorais ce liquide épais et liquoreux au goût délicieux, intraduisible. J'ai commencé du coup à m'en auto-administrer, et cet abus me fit perdre des cheveux et c'était surtout visible sur mon extrémité crânienne. Mais cela cessa net à l'arrêt du traitement. Inquiétés par mes chutes brusques et régulières qui perduraient, mes parents m'ont finalement emmené chez le docteur Aronica, le médecin de famille, un Français qui habitait près de la place d'Armes dans le centre-ville. Il leur a conseillé pour remédier à tous ces symptômes, que l'on m'opère des amygdales ou tonsilles, car il y avait selon lui une corrélation évidente entre les chutes répétitives et cet organe lymphatique de la gorge. Nous avons dû aller une première fois à Constantine pour un examen en vue de l'opération, et ce jour-là, à l'hôpital tout le monde parlait de ce bébé décédé après avoir aspiré un pois chiche par le nez. La route qui menait à Constantine était très belle, montagneuse et extrêmement sinueuse. Plus on approchait de la ville, plus les tunnels creusés dans la roche se multipliaient et s'allongeaient avec quelque chose de fantastique. Mon opération a eu lieu en hiver et le matin très tôt. Nous sommes arrivés à l'hôpital public de la ville de Constantine pour ce que je croyais être une simple prise de sang. Avec ma mère, nous étions dans une salle immense où nous nous sommes assises. Une infirmière est arrivée pour me faire une piqûre au pouce de la main droite. Prise de panique, je me suis mise à crier et me suis enfuie du bâtiment. À l'extérieur, en larmes, je me suis jetée dans les bras de mon père qui, assis tranquillement sur une murette, fumait sa cigarette en attendant que ça se termine. Ma mère et l'infirmière sont venues me récupérer pour m'emmener dans un autre lieu, encore plus grand et plus triste. C'était un endroit froid et désolé, d'un blanc qui tire vers le bleu, rempli de lits métalliques, vides, de grands lits en fer qu'on imaginerait bien sans matelas et boulonnés au sol. Même pas la lumière puissante d'une ampoule qui m'aurait, en m'aveuglant, épargné ce spectacle digne d'un film de guerre américain des années 50, les blessés en moins. On m'a allongé sur l'un d'eux, et quelques infirmiers sont venus en renfort pour me tenir bras et jambes. Afin que je n'aie plus à voir la seringue, ils ont eu l'idée de me piquer dans le cou en me plaquant la tête du côté opposé. Ils ont commencé à me pomper du sang, mais brutalement j'ai levé les bras et j'ai tout arraché. J'étais couverte de sang. Pour la 3e tentative, l'équipe médicale employa du renfort et m'immobilisa sur le lit. Je subis alors dans le cou la piqûre tant redoutée.
Après cet épisode, on m'a conduite dans un hall où déjà plusieurs personnes attendaient sur un unique banc qui faisait la longueur du hall. C'était moi qui étais maintenant assise au bout du banc, ma mère à mes côtés. Après quelques minutes, un infirmier est venu avec une compresse que je devais laisser sur ma langue. Je me rappelle le goût bizarre de l'éther dans ma bouche, du goût étrange de ce tissu chirurgical et de son effet anesthésiant immédiat. Puis on m'a appelé, désigné la direction que je devais suivre et me voilà partie seule vers ce qui allait être la salle d'opération. 2 médecins de type asiatique, des Chinois car l'Algérie socialiste coopérait beaucoup avec la Chine, m'allongèrent sur ce grand lit et l'un d'eux me demanda d'ouvrir la bouche. Juste le temps de voir le baisseur de langue et de sentir s'engouffrer sans douleur une pince métallique dans ma gorge, que l'acte chirurgical, l'amydalectomie, était déjà terminé. Je devais me relever, et c'est dans le moindre détail que je revois, minuscule, debout face aux 2 médecins dans cet univers monochrome, du sang ruisselant avantageusement de ma bouche et l'un d'eux qui me présente une coupelle cylindrique en verre où gisaient 2 minuscules billes de chair, mes amygdales. Puis avec une grande amabilité, ce dernier m'a demandé d'aller me nettoyer dans la salle de bain qui se trouvait dans une pièce mitoyenne qu'il me désigna du doigt. Seul, devant ce lavabo que j'atteignais à peine, j'essayais en vain de faire cesser le sang, de cautériser la plaie, avec de l'eau et un peu de sel mis à ma disposition. Le temps dans cette petite salle de bain avait perdu toute sa rationalité. Il y avait une dilution démesurée de l'instant dans cet espace étroit et intemporel. Quelques instants plus tard, je me suis retrouvée dans un lit de ce même hôpital avec mes parents à mon chevet. Par sécurité, un médecin leur a expliqué qu'il fallait que je reste au moins 48 heures ici. J'ai fait de suite savoir à haute voix que je désirais quitter les lieux. C'est alors que mon père proposa au médecin que nous nous installions à l'hôtel juste en face de l'hôpital. Le médecin acquiesça. L'hôtel était sombre, mais joli, un riad d'influence andalouse avec au niveau du sol, le zélige, petit carrelage, représentant des tableaux multicolores, avec un jardin orné d'un assortiment d'arbres et d'arbustes, des orangers, des oliviers, des palmiers dattiers, des plantes odorantes comme le jasmin, la rose ou encore des plantes grimpantes comme le lierre ou la vigne. Au centre de tout cela, une jolie fontaine. Notre chambre avait une petite fenêtre, côté rue avec l'hôpital en premier plan, mais la cour intérieure l'éclairait de haut en bas. Elle se trouvait au premier étage et donnait directement dans le patio. Quelle merveilleuse convalescence que d'être plongé dans l'harmonie de ce lieu digne d'un conte oriental. J'ai passé mes 2 jours de convalescence ici, avec mes parents, et comme il m'était très douloureux de déglutir, ils m'ont nourri exclusivement de petits laits, le lben qui était à la fois nutritif, régénérateur et surtout liquide. Le jour du retour à la maison, il s'est mis à neiger et comme ceci était très rare en Algérie, nous nous sommes arrêtés en bord de route pour profiter de ce rare et joyeux spectacle de la nature. J'ai couru dans l'étendue blanche et avec mon père nous avons fait une bataille de boules de neige. Ma mère d'un naturel plutôt passif et peu expressif, préférait de loin nous regarder nous agiter prise dans ses pensées l'air impassible. En presque 13 années en Algérie, je ne reverrai la neige qu'une seule autre fois, mais pas une vraie neige, un mélange entre giboulée de saison, grésil et grêlon. À presque 5 ans et malgré mon jeune âge, mes parents ont estimé, pour des raisons pratiques, ma mère ayant été mutée en tant qu'institutrice dans une école plus proche de la maison dans les hauteurs de la ville, que je pouvais entrer en première année, l'équivalent du CP. Le statut de ma mère faisant que cette dérogation leur fut facilement accordée. Ma première année scolaire, je l'ai passée donc dans une école proche de la plage, à 5 minutes de la maison. Je me rappelle dans le moindre détail mon parcours en solitaire pour me rendre dans cette nouvelle école. En sortant de l'immeuble qui faisait face à la mer, je le contournais par la droite, traversais la rue puis longeais le grand boulevard de la Révolution parallèle au boulevard du Littoral. Ce dernier délimitait la mer de la ville dans le sens de la longueur avec ses jolies maisons toujours verdoyantes, embaumées et fleuries dès les beaux jours, de roses, œillets, mimosas, tulipes, pensées ou lilas pendants. Juste après la grande boulangerie dite moderne, je prenais à droite la petite rue calme. Je ne manquais jamais au passage d'acheter chez le vieux monsieur un beignet au sucre à demi emballé dans un papier gris-blanc et assez rigide qui, tel un buvard, s'imprimait au contact du beignet, d'une multitude de ronds huileux de tailles différentes. Je regardais avec attention,
Comment il me préparait le beignet dans le moindre de ses gestes toujours précis, répétitifs, automatisés. Ce vieil homme dont il m'était difficile de donner un âge, tenait un boui-boui de quelques mètres carrés, un endroit exigu mais fonctionnel qui ne contenait que sa friteuse, sa petite table, sa pâte, son pot de sucre et lui-même. Les clients restaient sur le trottoir. J'adorais venir là avec mon père même quand je n'avais pas école, car comme moi il adorait ses beignets, ses friandises sucrées et frites, toujours chaudes, bulbeuses et enrobées de cristaux de sucre blanc. Je n'ai pas oublié le visage de cet homme, et je me demande s'il est toujours là, à faire ses beignets. Non, il est probablement mort. J'ai retrouvé par hasard, presque les mêmes beignets et leur fameux goût, dans un autre boui-boui légèrement plus grand dans le quartier Saint-Michel à Paris. Mais pas frais et réchauffés, ils avaient comme perdu de leur grâce. Ils n'avaient plus ce goût légèrement acidulé et ce croustillon, deux critères qui faisaient leur valeur unique. Le temps de terminer mon beignet, et je me retrouvais dans l'école, un peu plus loin sur la gauche dans une autre petite rue ombragée. À la fin des cours, je rentrais souvent avec une camarade de classe, dont j'ai oublié le prénom et le visage, qui habitait une villa sur le boulevard de la Révolution, juste à côté de la boulangerie moderne. Cette boulangerie, à l'instar d'une autre plus en amont du boulevard de la Révolution, faisait de la pâtisserie et des pains de tradition française, notamment les fameux et non moins écœurants, moka, ces gâteaux ronds recouverts de crème au beurre et parsemés sur les bords de vermicelle arc-en-ciel. Il m'arrivait de rester un peu chez ma copine, avant de rentrer à la maison. Dans notre classe, je me souviens de cet élève qui avait toujours les cheveux imbibés d'huile d'olive et noués dans un bas nylon beige. Pour les avoir, disait-elle, raides et soyeux. C'est au cours de ma première année dans cette école, lors d'un sprint mixte en EPS, sport, que je suis arrivée en deuxième position alors que j'étais bien partie pour arriver première. Tout simplement parce que je me suis retournée peu avant la ligne d'arrivée, avec cette curieuse idée de voir ce qui se passait derrière moi, et de mesurer la distance qui me séparait de mon concurrent. Je n'ai pas oublié cette phrase lancée par ma maîtresse à mon arrivée. Quand on court, on ne se retourne pas pour voir qui est derrière. Tu as failli gagner même contre les garçons. Une leçon de la vie en somme, car d'une façon générale, porter une attention excessive à l'action nuit à l'action. Si la pensée se fixe sur un point, l'énergie s'étiole, le samouraï Yagyu Munenori. Ce jour-là, j'en m'en suis beaucoup voulu, car je n'aimais pas perdre sans pour autant être amoureuse de la compétition. Mais quelque part, j'étais assez fière de moi en arrivant tout de même deuxième dans cette course mixte. Toujours pendant cette même année scolaire, il s'est produit ce tragique accident qui a coûté la vie à 2 élèves de la classe. Alors qu'ils jouaient en bas de leur immeuble, une partie du mur s'est effondrée sur eux. La fille, je ne la connaissais pas vraiment. Par contre le garçon, dont j'ai oublié le prénom, je le connaissais bien puisqu'il était déjà en maternelle avec moi. Il était gentil et souvent il me faisait rire, car il s'amusait à faire des sons amusants avec ses doigts et sa bouche, des sortes de joyeux borborigmes. Ce garçon charmant au doux visage clair et aux cheveux noirs et lisses avait pour nom de famille un nom d'oiseau, Boulboul, nom scientifique du merle à ailes grises. Ma mère qui le connaissait puisqu'elle dirigeait la maternelle où nous étions auparavant, lui et moi, m'a dit ceci quand elle a appris sa mort. C'est triste, il était gentil ce garçon, en plus il avait un joli nom, je crois que ça veut dire colombe. Quelques jours plus tard, avec mes parents nous sommes passés devant l'immeuble en question qui était dans la prolongation du boulevard de la Révolution, en direction des plages, un axe que nous empruntions assez régulièrement. Mon père qui conduisait ne s'est pas arrêté devant l'immeuble. J'ai quand même eu le temps d'observer la façade droite effondrée de cet immeuble pourtant très récent et au sol, un amas de briques et de béton, comme après un bombardement ou un séisme. Je n'ai pu détacher mes yeux de ce désolant spectacle, et alors que notre voiture avançait sur le boulevard et que nous nous éloignions du lieu de l'accident, je gardais désespérément les yeux rivés vers le lieu de la tragédie. Personne ne parlait dans la voiture. Une tristesse irrésistible m'envahit. Triste à l'idée de ne plus voir la tête rigolote de Boulboul chaque jour en classe et de le savoir mort si brutalement, enseveli sous un mur en béton. Alors que je devais avoir dans les 6 ans, j'ai accompagné ma mère à son travail, dans cette école primaire, celle que j'appellerais en haut de la colline et où je serais scolarisée quelques années plus tard. Je m'étais assise au fond de la classe, et m'occupais à dessiner.
Puis en fin d'après-midi, le directeur est venu frapper à la porte et ma mère dut quitter la salle quelques instants. Sur un ton de plaisanterie, elle me confia sa classe, me demanda de prendre sa place derrière le bureau et de veiller à ce que le silence règne le temps de son absence. Honoré par ce nouveau statut improvisé et très glorieux, face au grand, j'ai pris très fièrement place derrière le bureau, une règle métallique en main et à l'affût du moindre chahut. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.